On va vous présenter du coup la première situation. Vous avez à peu près 15 minutes par... en fait, même un petit peu moins finalement, parce qu'on en a 5 des situations. Il y aura une situation bonus si on a le temps. Vous prenez la parole en fonction de, voilà, du feeling. Et puis, on vous laisse aussi vous présenter au fur et à mesure en prenant la parole. Alors, première situation, le devoir parfait, trop parfait. Une enseignante de français en lycée reçoit une dissertation remarquablement bien construite d'un élève habituellement en difficulté. Elle soupçonne l'usage d'une IA générative, mais l'élève nie. Elle ne sait pas trop comment réagir sans le braquer. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a un micro par là? Oui. Bonjour. Donc Vincent Verland, je suis directeur sur une école élémentaire à Rambouillet. Je suis aussi notamment formateur pour la mission Innovation 78 avec mes 2 collègues à côté de moi. Voilà, donc je pratique la neuroéducation dans ma classe depuis à peu près 13 ou 14 ans. Voilà. Voilà, je suis amené à intervenir dans différents niveaux, premier et second degré. Alors moi sur cette situation, en fait, j'y vois un avantage. Si on fait un rapport évidemment là, entre l'IA et les sciences cognitives, c'est-à-dire qu'en France, on a une habitude bien ancrée des évaluations et notamment des évaluations finales. Et ça peut peut-être être l'occasion de repenser l'évaluation et notamment de repenser les modalités d'évaluation. Au lieu d'avoir une évaluation qui est basée par exemple sur une dissertation que le jeune aurait fait par exemple à la maison, avec les inégalités sociales qu'on connaît, ça peut très bien être une évaluation qui est faite en classe, selon différentes modalités. Ça peut être à l'oral, ça peut être en travail de groupe. Et là, du coup, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que du coup, l'IA va déplacer un peu le curseur de l'évaluation pour l'envisager d'une autre manière. Et du coup, je pense que le fait qu'il y ait plusieurs types d'évaluations envisagées peut permettre à un plus grand nombre d'élèves de réactiver leurs connaissances et de retranscrire ce qu'ils ont appris, puisque une évaluation orale ou une évaluation écrite, ce n'est pas les mêmes compétences qui sont en jeu. Et du coup, on a peut-être un plus grand nombre d'élèves au final, s'il y a différents types d'évaluations qui pourront se retrouver et trouver ça peut-être positif et dans leur type d'évaluation. Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Alors, du coup, je le prends puisque on me l'a donné. Donc, Emmanuelle Leflemme, je suis inspectrice pédagogique régionale en histoire-géographie. Et avec Isabelle Digard, ma collègue à côté de moi, on pilote le groupe de formateurs sciences cognitives pour l'académie. Donc je suis assez d'accord avec le fait que ça va, in fine, probablement nous amener à changer un peu nos modalités d'évaluation. Mais moi, ce qui m'a frappé à la lecture de ce cas, c'est pas tant l'évaluation que la question de la gestion de la difficulté scolaire. Puisqu'on nous dit finalement qu'on a un élève ou une élève, je ne sais plus, qui est habituellement en difficulté. Et je crois qu'il y a un point de vigilance avant de penser différents types d'évaluation, comment on évalue davantage les processus que les produits finis, etc. Bon, ça, on voit bien qu'il y a des pistes intéressantes dans ce domaine. Je crois qu'il faut quand même se souvenir que l'IA, elle ne vient là que comme un révélateur de choses qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'il y a un malentendu scolaire sur les attentes scolaires, et si on n'explicite pas en fait quelles sont les attentes, ben on sait bien qu'il y a un certain type d'élèves, c'est socialement très corrélé, qui sont à côté des usages constructifs qu'on pourrait faire des outils d'intelligence artificielle. Parce que l'utiliser de manière constructive, ça suppose une maîtrise implicite des codes scolaires. Et finalement, ben, les élèves, vous pouvez leur mettre tous les IA génératifs que vous voulez, si on n'a pas travaillé sur les codes scolaires, les objectifs d'apprentissage, la différenciation avec la tâche, enfin tout ce qu'on connaît et que j'imagine Grégoire Borst a expliqué ce matin, on ne va faire qu'accentuer les inégalités. Je veux bien compléter. Donc, je suis Isabelle Digard, IAIPR de SVT, donc copilote du groupe Éducation et Sciences Cognitives, et je suis aussi depuis quelques mois CARDI, voilà, pour l'académie.
Pour compléter ce que tu disais, Emmanuel, en fait aussi ça touche justement le travail personnel de l'élève. À la maison, ça a été dit. Et en fait, le fait que les élèves, un certain nombre d'élèves justement qui sont en difficulté, ont besoin, ou pas en difficulté d'ailleurs, mais ont besoin d'aller chercher des informations et de l'aide dans leur travail personnel. L'IA aujourd'hui est utilisée, ça a été dit ce matin par Grégoire Borst, par on va dire presque tous les élèves, même les plus jeunes. Et aussi, donc, du coup, par les parents, enfin, par nous-mêmes. Hein. Donc, il faut en avoir conscience qu'aujourd'hui, ces outils d'IA, ils sont ancrés, ils s'ancrent évidemment dans l'ensemble de nos pratiques et dans notre vie quotidienne. Pourquoi est-ce que les élèves ont besoin, finalement, d'aller chercher de l'aide dans leur travail personnel? Parce que pour certains d'entre eux, eh bien, ils n'ont pas les stratégies, ils n'ont pas simplement les codes, comme tu disais, Emmanuel, et qui fait qu'ils ont des besoins qu'ils expriment clairement si on les interroge. Ils ont besoin d'être entraînés, ils ont besoin que l'IA leur fasse par exemple des fiches, que l'IA les aide à comprendre. Donc ça montre bien qu'il y a aussi des lacunes de ce côté-là que l'on doit résoudre et que les élèves ont besoin de ces éléments-là. L'IA peut être un très bon tuteur finalement d'apprentissage, mais à condition bien entendu qu'on sache donner aux élèves les codes d'utilisation de l'IA et pas seulement juste utiliser. Donc on sait très bien qu'un élève qui va donner son devoir directement à l'IA sans engagement cognitif, c'est évidemment contre-productif, on va tous être d'accord. Cependant, si l'IA vient en appui d'une réflexion préalable, donc s'il y a déjà eu un engagement cognitif, une réflexion préalable des élèves, et donc c'est pour ça que ça peut être aussi travaillé bien entendu en classe, eh bien l'IA peut être un support pour analyser la réponse, pour donner du feedback immédiat par exemple à l'élève. Donc ça peut être un tuteur bien entendu, mais qui doit être utilisé de manière vigilante bien entendu, et que les professeurs doivent accompagner dans ce qui est demandé. On peut très bien aussi, puisqu'on parlait aussi du travail à la maison, indiquer de façon très claire et explicite aux élèves comment l'IA doit être utilisée ou non. Quels sont les types de travaux qui peuvent être utilisés ou qui doivent même être utilisés sans IA. Et donc, qu'est-ce que l'on va chercher à évaluer chez les élèves? Eh bien, leur capacité de réflexion et puis ce qu'ils n'auront pas forcément produit, mais comment ils l'auront produit sans justement aide extérieure, savoir où ils en sont de leurs apprentissages. On a parlé de métacognition ce matin, ça a sa place. Et puis, ça peut être avec IA si besoin ou complètement avec IA, parce qu'on est en train de travailler justement sur un entraînement et l'IA peut apporter cette aide-là. Oui, Hugo Balanguin, professeur de psychologie à l'Université Paris-Est-Créteil, à l'INSPE de Créteil. Donc je suis enseignant-chercheur, je travaille sur le projet avec une doctorante qui travaille aussi sur l'IA et l'apprentissage de la lecture. Alors c'est vrai que l'introduction de cette IA et ce premier cas d'usage en fait est assez intéressant parce que en psychologie cognitive, l'évaluation de l'élève et l'évaluation scolaire repose sur une hypothèse implicite, c'est que sa production, l'observable, ce qu'on va avoir, est censé refléter sa construction mentale. Et donc ce qu'il a appris et ce qu'il a compris, etc. Et en fait, l'utilisation de l'IA ici va rompre ce lien implicite. C'est-à-dire qu'il va produire quelque chose a priori de parfait sans avoir pour autant construit mentalement des connaissances. Et donc, en effet, c'est là que ça rejoint le propos de Madame, c'est qu'il va falloir faire en sorte d'aller interroger ces représentations. Et donc, pas seulement aller les interroger pour les mettre en difficulté et dire regarde, tu me produis un travail qui est parfait, mais en fait, tu peux rien me répondre. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il va falloir faire, c'est justement les prévenir que le travail n'est pas seulement, par exemple, de produire un rendu, mais de savoir l'expliciter, de savoir aller récupérer dans sa mémoire des informations pour les appliquer à un contexte, par exemple. Donc ça, c'est important parce que toute l'utilisation de l'IA va complètement rebattre les cartes, surtout qu'on connaît des biais cognitifs qui vont marcher. Évidemment, ici, beaucoup l'illusion de compétence, par exemple, où les élèves vont croire. En effet, ils auront passé une demi-heure à aller faire du copier-coller de ce qu'ils auront vu sur ChatGPT, et puis en fait, ils vont penser. Il y aura cette réelle illusion de compétence.
Sauf que le lendemain, quand ils vont rendre le travail, si on ne les interroge pas, si on ne vient pas réactiver, faire du lien, commencer à expliciter des stratégies en effet, et ben en fait, il n'y aura évidemment pas d'apprentissage qui sera efficace derrière. Donc d'un point de vue cognitif, en effet, il va falloir aller vers des stratégies pour pouvoir aller vers de l'élaboration, de la récupération, pour aller renforcer les connaissances et ne pas rester dans cette illusion de compétences. Bonjour, Christophe Jungblut. Donc, moi, je suis responsable pédagogique du site de Saint-Germain-en-Laye pour l'INSPE et formateur en physique-chimie. Alors, quand j'ai lu pour la première fois cette situation, ce qui m'a marqué, c'est l'élève nie. Donc, ça veut dire que là, ça traduit quand même aussi un rapport IA, sanction-punition, ou en tout cas un regard qui est un petit peu biaisé. Donc, peut-être que là, il y a un travail à faire. Aussi bien du côté de l'élève que du côté de l'enseignant. Et ce rapport, moi, je le retrouve aussi à l'université par moment. Par exemple, sur les travaux de recherche sur les mémoires professionnelles, sur ces 3 dernières années, on a quand même une évolution des travaux et un décalage entre la perception que l'on a de l'étudiant et de la qualité de l'écrit ou pas que l'on peut avoir sous nos yeux. Donc ce qu'on a essayé de faire, nous, par exemple, puisqu'on parlait de l'évolution de l'évaluation et des critères, avec ma collègue cette année, c'est qu'on a été très clair dès le début en disant, voilà, vous pouvez utiliser l'IA, mais dans ce cas-là, proposez-nous l'évolution de vos prompts, proposez-nous votre démarche de A à Z, montrez-nous comment vous l'avez utilisé, et ça peut se traduire par une page ou deux, on va voir les résultats dans quelques semaines, directement dans le corps du texte ou en annexe. Simplement pour dédramatiser aussi, et puis montrer que, bah oui, on va l'utiliser. Je crois qu'on a commencé tous ici à dire qu'on l'utilisait, donc voilà, pourquoi l'interdire auprès de nos étudiants. Mais surtout, voilà, changer ce rapport et ce regard qu'on peut avoir vis-à-vis de l'utilisation de l'IA. Et ça demande un changement d'habitude et voilà, peut-être un saut dans l'inconnu, je ne sais pas, sur l'évaluation et des critères. Ah, transition. Transition parfaite, l'évaluation des stagiaires transformés, donc un formateur inspiré. Accompagne les stagiaires qui utilisent l'IA pour préparer leurs séances, créer des exercices différenciés, corriger les copies. Il va évaluer leurs compétences professionnelles. Moi, c'était le cas d'avant, parce que le cas d'avant sur l'enseignant qui voit son élève qui a peut-être utilisé l'IA, mais il n'est pas sûr, l'élève nie. C'est exactement ce qu'on a eu en formation lundi et mardi. C'est-à-dire qu'on était en établissement avec un collègue et on s'est retrouvé face à cette situation, donc la première. Et il a fallu répondre à cet enseignant qui ne savait plus quoi faire. Et la réponse qu'on a quand on les forme, quand on est en fil, elle va être sur 3 échelles. Première échelle, de la réponse rapide. Son élève nie, pourquoi ? Peut-être parce que l'impression que donne la majeure partie des enseignants, c'est que si on utilise l'IA, c'est qu'on triche. Donc il faut déjà faire changer cette perception. Mais il faut d'abord la faire changer au sein de l'équipe des enseignants avant de pouvoir la faire changer auprès des élèves. D'où le jeu qu'on va utiliser qui s'appelle Ya triche ou pas, qui est inspiré de plein de choses qui circulent sur Internet, qui est présent sur le site de la DRAN, vous pourrez le consulter, et qui permet de se dire qu'est-ce que j'appelle la triche en fait ? Et déjà remettre au point qu'est-ce que c'est que la triche, ça permet de redéfinir ce que j'attends de mon évaluation en vrai. Et j'attends qu'en effet, il réfléchisse, il traduise ce qu'il a compris en termes de compétences et de connaissances, que peut-être il faut que je cible mieux quand je suis enseignant, quelles compétences je vise, parce que c'est quand il trahit cette compétence-là ou qu'il triche sur cette compétence-là que vraiment il a triché sur le devoir, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec les équipes d'abord. C'est le court terme. Moyen terme, on essaye de leur expliciter tout ce qui a été dit là sur les enjeux en sciences cognitives. C'est-à-dire que l'IA, certes, elle peut être très utile sur certains moments, certaines actions, pas du tout sur d'autres, parce qu'elle va griller finalement le cheminement cognitif qui doit être fait pour qu'il y ait apprentissage. Et ça, les enseignants, si on ne leur explique pas, ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas le deviner. On sait que les recherches entre le lien entre Sciences Co et IA sont en cours de développement. Nous, à la DRAN, on a eu des conférences là-dessus cette année, grâce aux recherches qui ont été faites dans le cadre de Psychonum. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à le faire redescendre dans les établissements. Vraiment ce lien-là, pas sciences cognitives, qui est travaillé très très bien par l'équipe Sciences Co, sur notre académie en tout cas, mais vraiment ce lien avec l'IA. Nous, on commence à être bien informés, et donc on est en train de l'implémenter dans les formations, etc. Et alors,
au sein de l'établissement, il y a une troisième étape, et là, c'est plutôt les chefs d'établissement qui en ont besoin. C'est comment sécuriser finalement le fonctionnement général. Parce que quand on est face à ça, on a derrière des parents qui ont peur de l'orientation, qui ont peur du contrôle continu. Et il faut faciliter le dialogue. C'est-à-dire que les profs, ils sont d'accord pour implémenter l'IA quelque part, mais comment, à quel moment, comment répondre à des parents en disant non, mais là, moi, je ne voulais pas qu'ils l'utilisent. Et donc, il faut que tout ça soit bien clairement signifié, bien clairement posé, pour que les profs soient en sécurité aussi, pour que les élèves soient en sécurité aussi quand ils l'utilisent, etc. Donc, on a tout un discours avec les chefs d'établissement sur réadapter le plan local d'évaluation en lycée, peut-être en mettre un en place en collège. Et on a aussi tout un discours autour de l'adaptation de la charte des usages numériques, ce qu'on propose aussi en adaptation sur le site de la DRAN. Et donc oui, pardon, je suis Anissa, formatrice en numérique pour la DRAN, et je gère aussi le POLIA DRAN-DRASI pour la région académique Île-de-France, et je gère aussi l'équipe expérimentation innovation pour le site de Versailles. Donc j'ai pas répondu au cadeau, je suis désolée. Indiscipliné. Alors, je relis la situation du coup. Oui. Donc la question a déjà été anticipée, mais un formateur INSPE accompagne des stagiaires qui utilisent l'IA pour préparer leurs séances, créer des exercices différenciés, corriger des copies, doit évaluer leurs compétences professionnelles, mais ne sait plus quoi évaluer, l'usage de l'IA ou la capacité à faire sans. Il se pose un petit peu la même question que pour les élèves d'ailleurs. Qui souhaite prendre la parole? Donc, bonjour, Claire Legal, je suis formatrice sciences cognitives dans le premier degré au sein de la mission Innovation 78. Moi, cette situation m'interpelle, tout comme la précédente, sur justement la formation des formateurs INSPE, la formation des formateurs, qui ne sont pas tous initiés aux sciences cognitives, à l'utilisation de l'IA. Et du coup, dans leur formation, ils se doivent de transmettre en tout cas leurs connaissances, de les partager, d'initier leurs stagiaires, leurs apprenants. Au final, je pense que c'est le socle de nos réflexions sur l'IA, c'est comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on est formé, et le temps que ces formations ruissellent jusqu'aux enseignants. On sait qu'il faut un certain temps, et c'est un petit peu la base de cette réflexion, c'est comment est-ce qu'on va amener nos enseignants, nos collègues, à réfléchir à l'utilisation de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on va tout de même permettre aux élèves de construire leur pensée critique, comment est-ce qu'on va leur apprendre à utiliser ce nouvel outil qui doit rester un outil, non pas pour inhiber leur personnalité, leur caractère et leur intelligence, mais au contraire pour la valoriser. Oui. Pour compléter, en effet, pardon, excuse-moi, Patricia, tu voulais intervenir. Vas-y. Non, j'ai déjà parlé. Oui, pour compléter, il va falloir surtout qu'on s'interroge à ce que l'IA transforme dans le métier d'enseignant. Donc en fait, il va surtout déplacer le curseur de ce que l'enseignant du coup peut faire traiter à l'IA et ce qui le rend après disponible du coup pour les élèves qui en auraient le plus besoin. Donc on l'a vu quand on fait de la CUA. Et qu'on rentre un prompt du coup de séance pédagogique à l'intérieur du coup de l'IA, il va vous proposer de l'adaptation, de la différenciation, ce qui va permettre effectivement, avec un même objectif, de démultiplier les situations qui vont amener l'élève à apprendre. Donc ça permet effectivement de repenser sa séance pédagogique avec des alternatives. Et à l'enseignant, après, d'être disponible pour les enfants qui en auraient le plus besoin sur le temps T. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. C'est tout à fait complémentaire exactement de ce que tu voulais dire. C'était sur l'idée, dans la situation qui nous était proposée, sur la différenciation. Qu'est-ce que ça veut dire différencier, en fait? Et c'est vrai que comme utilisateur de l'IA, c'est très facile aussi. Voilà, on peut se dire, je donne ma situation ou je donne mon cours, propose-moi différents niveaux d'adaptation, comme tu viens de le dire. Mais déjà, est-ce que les situations proposées par l'IA vont être bien adaptées aux difficultés des élèves qui ont été identifiés? Donc ça ne dispense pas, et bien entendu, de faire des évaluations diagnostiques pour regarder où en sont les élèves dans leurs apprentissages. Et ça, c'est des gestes professionnels qu'on voit
soit pas toujours bien développé. Hein. Donc ça serait évidemment à renforcer. Et l'IA peut pas le faire à la place de l'enseignant. Cette vision fine de ce que savent faire les élèves, de là où ils en sont des apprentissages, de ce qui s'est passé avant, hein, bien entendu dans leur cursus. Ça, l'IA, c'est pas forcément, en tout cas pour ce que je connais ou ce que je vois, c'est pas. Et la gestion émotionnelle de la classe, et justement, ça a été dit ce matin, des interactions. Hein, de toute façon, les interactions, qu'elles soient entre pairs pour les élèves et professeurs-élèves, elles sont évidemment fondamentales pour aider les élèves à mieux apprendre. Et justement, voilà, cette notion de différenciation, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'il y a aussi, en termes de réflexion pour les enseignants, avant même d'utiliser les outils d'IA, et pour n'importe qui d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Quel est l'objectif ? Quand je rédige mon prompt en tant qu'enseignant ou en tant que professionnel, qu'est-ce que je cherche réellement ? Donc là, on voit bien quand même que même en termes de formation, c'est bien sur la réflexion pédagogique et didactique que doit se porter évidemment le travail de l'enseignant avant même d'utiliser les outils d'IA. Et la tentation, elle est évidemment très forte. On gagne du temps, on a tout de suite des exercices qui peuvent être opérationnels. Voilà, on a pas mal de choses qui peuvent être utilisées. Mais dans quel but ? Pour quel sens que l'on donne par rapport aux difficultés des élèves ? Je pense que c'est vraiment cet élément-là. On ne peut pas gommer. Hein, on pourra sans doute plus trop revenir en arrière. Mais comment on s'en sert de façon efficace, donc pour construire, bien entendu, les cours. Exactement. Alors pour avoir suivi et suivre des stagiaires depuis un certain nombre d'années, que fait un stagiaire lorsqu'il débute ? Qu'est-ce qu'on lui conseille en tant que formateur ? Enfin, nous, dans le premier degré, on lui conseille de suivre une méthode. La méthode, c'est quoi ? Il va regarder le guide du maître. Et dans le guide du maître, il y a quoi ? Il y a l'intégralité de la séance. Donc finalement, ce que va avoir le stagiaire, ce qu'il va demander à l'IA, ce que l'IA va lui pondre, excusez-moi l'expression, c'est en gros ce qu'il y a dans un guide du maître. Par contre, dans un guide du maître, il peut appliquer la séance quasiment telle qu'elle. Par contre, pour l'avoir expérimenté, et notamment avec des stagiaires, finalement, le stagiaire, dans la plupart des situations que j'ai pu observer, avait finalement plus de travail intellectuel à faire, de reformulation, de réorganisation de la séance, suite à ce qui a été produit par l'IA, que par la séance du guide du maître. Et j'ai vu des stagiaires qui finalement se disaient c'est trop chronophage, c'est presque plus compliqué intellectuellement, donc je préfère revenir au guide du maître. Pour moi, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que passer par l'IA, ça va permettre peut-être aux stagiaires de réfléchir un peu plus, de synthétiser. Et puis j'y vois aussi un autre avantage, c'est que Grégoire Borst en parlait ce matin, on utilise la modélisation avec nos élèves. C'est la même chose avec, c'est la même chose avec les professeurs des écoles stagiaires. Probablement pareil dans le second degré. Combien de fois on a dit en tant que formateur, ça serait intéressant, et Grégoire Borst encore ce matin, que l'on intervienne dans les classes devant les stagiaires pour qu'ils puissent modéliser. Donc quelque part, l'IA va aussi proposer une modélisation. Et petit à petit, je suis quasiment persuadé qu'un certain nombre d'enseignants vont petit à petit s'éloigner. Au début, ils vont s'en servir vraiment pour constituer un petit peu un certain socle de connaissances et de compétences, et puis petit à petit, ils vont s'en éloigner. Qui est-ce qui utilise le moins l'IA aujourd'hui ? C'est probablement des gens de notre âge qui ont une certaine expérience. Et c'est pas simplement l'âge, le grand âge qui fait ça. C'est aussi parce qu'on a acquis une certaine expérience. On a une vision beaucoup plus générale du métier. Voilà. Et du coup, on s'en éloigne beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, je pense que ça peut être un passage très intéressant. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Alors dans le second degré, on n'a pas de guide du maître, donc il faut créer les choses. Et moi, je me dis que bon, l'IA, oui, certainement, ça va. Enfin, on voit bien sur les nouvelles compétences qu'on va demander aux enseignants, il y a la nécessité de se former à l'appropriation des outils et puis de se dire, ok, à quel moment
je choisis l'IA parce que ça va répondre à un besoin identifié, à un objectif d'apprentissage. Mais je me dis peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, hein, c'est une question ouverte. Est-ce qu'on ne va pas avoir besoin de gens qui soient encore plus solides scientifiquement? Parce qu'à un moment donné, dans le processus, je rentre ma requête et puis j'ai un résultat, il faut que quelqu'un passe sur la validation de ce que produit l'IA. Et donc, vu la puissance aujourd'hui de ces outils, eh bien, il va falloir être sacrément solide scientifiquement et didactiquement dans ces disciplines pour repérer où sont les biais et être capable donc, dans un contexte où on va donc désormais recruter le concours à Bac+3 et puis avec un master derrière. Donc je crois qu'il ne faut pas lâcher sur les enjeux scientifiques là-dessus. Puis j'ai une question, mais peut-être plus pour vous. Moi, je m'interroge, et vous le disiez, il faut travailler les compétences langagières, relationnelles des élèves. Ça, c'est pas l'IA qui va l'apprendre. Je m'interroge sur ces IA compagnons là, qui leur servent de doudou un peu maintenant, alors y compris autour du cou. Est-ce que, parce que cet élève là qui donne sa copie parce qu'il a peur d'une évaluation, d'une mauvaise note, enfin on est quand même bien dans des ressentis, dans de fortes émotions là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à faire gérer ces aspects émotionnels par les IA qui vont répondre et à les déléguer? Enfin je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors encore, heureusement d'ailleurs, c'est encore assez limité en réalité. Même si les études sur moi j'en fais beaucoup sur les émotions et l'influence des émotions dans les apprentissages, dont on sait qu'en effet il y a des effets très forts, hein, notamment des émotions négatives sur les mobilisations des compétences en résolution de problèmes mathématiques par exemple, où l'anxiété des mathématiques va complètement plomber des élèves, etc. La question qui se pose principalement aujourd'hui dans les recherches en sciences cognitives et notamment des émotions, ça va être plutôt comment on va apprendre, j'allais dire, des processus métacognitifs pour les élèves. C'est-à-dire comment je vais moi-même apprendre à gérer mes émotions plutôt que imaginer une application qui me pousserait une notification sur ma montre en disant bon calme-toi, t'es en train de t'énerver ou t'es en train de trop stresser ici. En tout cas, c'est bon, je vois pas encore trop passer de publications là-dessus, mais plutôt sur des compétences métacognitives de compétences émotionnelles, ce qui est plutôt à mon sens une bonne chose et qui montre des résultats intéressants. Je reviens un peu sur ce cas. En fait, ce qui est intéressant, et ça a été dit par monsieur tout à l'heure, en effet, quand on est un enseignant d'un certain âge, en fait, on a une vision, on a beaucoup plus de connaissances, de représentation mentale du métier, des représentations intégrées. C'est-à-dire que nos connaissances, elles sont liées à la classe, à des situations vécues, etc. C'est pour ça que, évidemment, c'est pas la même séance qui va être produite. Et le risque ici, avec un étudiant, un stagiaire, c'est qu'il tombe justement dans ce biais d'automatisation dont on sait que ceux qui ont le moins de compétences sont ceux qui vont faire le plus confiance à la machine. C'est ceux qui vont moins contrôler les résultats de la machine. Et donc, le risque, c'est qu'en effet, on leur produise quelque chose de tout fait, mais qui ne contrôle pas. Et à la limite, ici, ce qui est intéressant pour le formateur, c'est justement d'aller pousser des compétences métacognitives à l'étudiant en disant, voilà, regarde ce qu'on t'a produit, maintenant, c'est à toi de le vérifier. Et est-ce que, du coup, cette séance, elle est bien? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle mobilise comme compétence? Est-ce qu'elle répond à l'objectif, etc. Est-ce que l'enseignant chevronné sait faire? Mais est-ce que le novice saura moins faire? Et le risque, c'est ce risque de biais d'automatisation où il va déléguer quelque chose sans contrôler le résultat qu'il va avoir. Et alors concrètement, lorsqu'on a fait une formation ici sur adapter une séance ou créer une séance avec l'IA, on a eu exactement ce panel-là, c'est-à-dire qu'on a des enseignants. Vous voulez intervenir peut-être?
Oui, et tout à fait. Et en fait, on constatait, nous, dans la formation, on avait de jeunes profs qui devaient être profs depuis 2-3 ans, d'autres beaucoup plus expérimentés. Et les jeunes profs ont tout de suite voulu aller sur l'IA pour faire toute leur séance, pour avoir le résultat, finalement, tout près. Et alors que les plus expérimentés étaient sur à quel moment je vais le mettre, à quel moment j'en ai vraiment besoin. Et c'est plutôt pour créer une ressource qui soit plus visuelle, plus sympa, plus jolie, parce que ça prend moins de temps que d'aller chercher l'image adaptée exactement. Et tout le travail qu'on a dû mettre en place dans la formation, c'est justement d'amener ces deux mondes à discuter, c'est-à-dire amener les plus expérimentés finalement à montrer aux jeunes, regarde ta séance là quand même, elle tient pas trop la route, hein, je suis pas prof de ta discipline, mais à tel endroit, ça risque de bloquer parce qu'il prévoit 5 minutes pour que tu fasses faire tout ça à tes élèves, et ça c'est pas possible. Et puis est-ce que le lien entre cette activité et ton objectif, il est vraiment là? Et on a réussi à obtenir ça sur quelques-unes des tables, et là, on a réussi, je pense, à faire émerger quelque chose d'intéressant au sein de ces profs qui travaillent ensemble. Donc il y a vraiment, en effet, et à développer les compétences disciplinaires parce qu'il les faut pour maîtriser le résultat proposé par l'IA, mais il y a aussi énormément de compétences en termes de didactique et de pédagogie à maîtriser pour pouvoir les utiliser de façon efficiente. Et alors, dernière chose, parmi mes équipes, on a des gens qui ont très tôt utiliser l'IA parce que ça faisait partie de leur métier, de leur tâche, de leur fonction en tant que chargé de mission sur un pôle IA. Et très rapidement, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au début, ils l'utilisaient beaucoup et puis finalement, de plus en plus, ceux qui sont les plus efficients, ils l'utilisent vraiment que pour certaines tâches bien ciblées. Et finalement, dans la formation qu'on propose aux enseignants, on essaye à la fin qu'ils aient une idée de à quel moment ça va leur être à eux ça va être pour eux le plus efficace dans toute la construction d'une séance ou d'une séquence. Donc cibler les usages. Oui, c'est bon. Juste, oui, en fait, on se pose la même question que pour les élèves finalement, puisque comment accompagner les élèves et les stagiaires, les jeunes profs, les stagiaires qu'on nous confie par exemple même en établissement, à l'usage éthique et formateur de l'IA. Et ce que vous venez de dire, l'accompagnement, en effet, les faire réfléchir sur la séquence, leur montrer ce qu'ils ont fait avec ou sans, c'est bien, mais nous, on n'a pas le temps. Donc, on revient à la question de ce matin, en fait, que M. Borst posait, ou qui a été posée par la salle. Comment intégrer ça à la formation initiale et comment nous, on peut la transposer après en accompagnement. Voilà. Sur la dimension éthique, c'est quelque chose qu'il faut aussi envisager chez nos jeunes enseignants. Bon, on sait bien qu'il y a aussi des conséquences environnementales quand même de l'utilisation. Mais bon, c'est sur l'ensemble des outils informatiques, pas que sur l'IA. Donc c'est aussi une utilisation raisonnée sur laquelle aussi on peut penser l'utilisation de ces outils, en effet, par rapport à un objectif précis, comme tu viens de l'évoquer, et pas toute une séquence. En effet, ça c'est quelque chose qu'on doit un petit peu aussi faire attention. Et sur les gestes professionnels, ça a été dit effectivement pour les enseignants eux-mêmes sur la part métacognitive qu'ils doivent développer. La pratique réflexive qu'ils doivent développer, bien que ce soit avec ou sans IA, a fortiori en relation avec l'IA pour pas tomber dans l'idée comme quoi par automatisme, on me produit une séance et je la mets en place. C'est aussi à transposer, ça a été dit ce matin par Grégoire Borst, auprès des élèves. Donc soit même pour les enseignants, se poser des questions de là où ils en sont, comment ils ont fait, quelle est la pertinence de ce qu'ils demandent, pourquoi, comment, etc. Eh bien, évidemment, ce sont des pratiques qu'ils doivent aussi développer chez les élèves. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir réfléchir justement sur comment moi-même je m'y prends pour construire mes séances, etc. Et donc, toute cette réflexion-là, cette façon de décortiquer, et l'IA m'oblige justement à réfléchir en amont. Eh bien, comment est-ce que je fais aussi auprès de mes élèves en tant qu'enseignant pour les engager dans cette part métacognitive? Ça me semble absolument essentiel. Et juste pour aller un peu plus loin, on part avec beaucoup d'a priori sur ce que pensent nos élèves, sur ce que pensent les étudiants des IA. Tous ne vont pas dire que c'est formidable. On a des élèves qui refusent d'utiliser l'IA pour des raisons éthiques, pour des raisons
environnementales. Enfin, ils ont des valeurs aussi. Et la première chose à faire peut-être, et là ça répond peut-être aux 2 cas, 1 et 2, c'est d'abord de discuter avec eux de leurs usages. Parce qu'ils ont des usages parfois qui sont très judicieux, qui sont efficaces et qui leur apportent quelque chose, réellement. D'autres ont des usages qui ne sont ni raisonnés, ni judicieux, ni efficaces. Et donc, commencer par les entendre, savoir ce qu'ils en font, savoir ce qui leur fait peur aussi avec ces outils, parce qu'il y a des peurs chez les élèves, chez les étudiants, comme dans le reste de la société. C'est important, d'où les propositions qu'on peut faire, nous, de Caféia, par exemple, parce que c'est vraiment un moyen de générer un dialogue, de poser finalement un début de panel de ce qui existe, et ensuite de pouvoir, à partir de là, vraiment construire au sein d'un établissement quelque chose qui soit efficace pour cet établissement, pour le public, tant adulte qu'enfant, ou j'imagine en INSPE. Voilà. Et dernière chose, le GTNUM IA2GE, qui a travaillé justement sur les représentations des élèves et leurs usages, a bien montré qu'en fait, il n'y a pas qu'un type d'usage, d'élèves face aux IA. Il y a vraiment 4 façons, 4 grands groupes, si vous voulez, d'élèves, de typologie d'élèves face aux IA. Il faut discuter. Après, il faut leur apprendre des trucs aussi. Hein. On ne peut pas leur faire confiance sur tout. Il y a des usages, il faut vraiment leur dire « Ah non, c'est pas possible ». Par exemple, les IA compagnons. Merci. On passe donc à la 3e situation, à la question de l'équité ou liberté pédagogique. Une principale de collège constate que certains enseignants utilisent massivement l'IA pour la création de contenu, feedback personnalisé aux élèves. D'autres refusent catégoriquement. Des parents d'élèves s'inquiètent donc d'inégalités entre les classes et la principale s'interroge, doit-elle imposer un cadre commun ou laisser la liberté pédagogique? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je me présente, Leïla Benalam, principale d'un collège dans le Val d'Oise, Stade à la Fosse. En même temps, j'interviens dans la formation des cadres sur les sciences cognitives avec Emmanuel et Isabelle. Et j'anime une commission Sciences Co sur le bassin de Gonesse. Par rapport à ce sujet qui est l'équité, liberté pédagogique, je me disais que depuis tout à l'heure, on a parlé beaucoup IA, beaucoup formation, beaucoup professeurs, mais on n'a pas parlé du cadre. Donc pour moi, dans un établissement, le cas des usages de l'IA et le pilotage de l'IA doit se faire par le cadre, ce qui est central pour donner du sens aux usages et les inscrire dans un cadre réglementaire précis, dans l'optique de préserver la qualité des enseignements. Donc, la publication du cadre d'usage de l'IA en éducation, c'était en juin 2025. Est-ce qu'on a eu tous le temps de le présenter à nos professeurs, aux familles, aux élèves? Donc, on est passé d'une phase d'expérimentation individuelle, parfois cachée, à une phase de régulation et encadrement des usages. C'est-à-dire que les chefs d'établissement, ils doivent avoir en tête que maintenant, ça doit être réglementé en établissement pour protéger tout le monde. Donc, pour moi, le pilotage pédagogique de l'IA est une porte d'entrée qui est difficile parfois pour nous pour questionner les gestes professionnels dans la classe et entamer une transformation pédagogique dans l'établissement sur ce qui me vient en tête depuis tout à l'heure et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce contexte de l'IA et le pilotage pédagogique, c'est le travail personnel de l'élève. Il y a beaucoup de choses, mais c'est le travail personnel de l'élève qui me vient en premier en tête. Donc, selon le contexte dans un établissement scolaire, pour moi, il faut créer un collectif de travail. Ça peut être aussi une instance institutionnelle comme le conseil pédagogique. Dans mon cas, j'ai préféré une commission numérique élargie pour parler de l'IA et les usages de l'IA dans l'établissement. Donc, que les professeurs partagent leurs pratiques pédagogiques avec l'IA et que moi, en tant que chef d'établissement adjoint au cadre en général, directeur de SECPA, etc., mesurer le degré d'acculturation à l'IA dans l'établissement et le degré de la transformation du geste professionnel à l'intérieur de la classe grâce à l'IA.
Et pour moi, l'identification des personnels ressources, qu'ils aient une instance où parler, partager, et ne pas avoir des usages cachés, non encadrés. Mesurer également et analyser les besoins en formation. L'occasion aussi dans cette commission numérique élargie de rappeler collectivement le cadre d'usage de l'IA qui, certes, c'est un cadre, mais c'est un cadre élargi. Il ne bride pas. Donc, pour moi, c'est accompagné avec la formation des professeurs, la montée de compétences, identifier les personnels ressources qui peuvent partager leurs usages, créer un collectif de travail. Former également les élèves à l'esprit critique, à l'autonomie, parce que, comme l'a dit le chercheur ce matin, Grégoire Borst, ça peut être l'origine d'inégalités énormes. Un élève à la maison qui va utiliser l'IA d'une manière réflexive, intelligente, il va l'utiliser pour avoir des stratégies d'apprentissage, métacognition, vérifier la compréhension d'une notion, l'aider à la révision en lui préparant une fiche de révision, des flashcards, il y a des outils qui préparent des flashcards, des questionnements, et ceux sans formation qui utiliseraient l'IA comme opportuniste, c'est-à-dire faire le travail à la place. Donc je pense qu'on gagnerait beaucoup à former élèves et adultes. Donc la communication aux familles, pour moi, est aussi importante. Donc là, les familles parlent de iniquité. Si on forme les élèves, déjà, on va gagner sur l'équité. Et puis, si on discute avec les familles, on leur présente nos usages, ça permet de rassurer et d'accompagner aussi les familles à la maison. Parce que parfois, ils supervisent les devoirs et parfois, non. Donc, comment mon enfant peut utiliser l'IA ? Pour que l'usage reste conforme à une utilisation qui soutient les apprentissages. La communication peut être faite dans une réunion de rentrée, par exemple, aux parents d'élèves au CA. Une utilisation éthique. Alors pour moi, le rôle de cadre, plusieurs choses. Le rôle de cadre, il est accompagnateur parce qu'il va créer les conditions de travail, les conditions de bien-être de tout le monde dans son établissement. Il est facilitateur parce qu'il va écouter, partager, encourager, mais il est aussi dans une position de contrôle. Un cadre, il doit aussi contrôler, rassurer et puis laisser faire. Alors pourquoi je parle de contrôle ? Car on travaille dans un cadre réglementaire respecté par tous. Je donne des exemples que tout à l'heure Anissa avait donnés. Par exemple, les données personnelles de l'élève. On est responsable des données personnelles. L'équité, justice scolaire, que ça soit au lycée, que ça soit au collège, maintenant le DNB, il y a le contrôle continu, et au lycée, c'est pareil. Un élève évalué qui utilise l'IA et un élève évalué qui n'utilise pas l'IA, on a un problème d'équité. Donc, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Quel est le cadre ? Donc, il faut travailler sur la charte d'évaluation au brevet, la charte d'évaluation, le projet d'évaluation au lycée, l'orientation. Un élève qui utilise l'IA, il a de bonnes notes. Sur Affelnet, c'est les notes qui départagent les élèves. Donc, mais une fois le cadre posé, je pense, et rappelé, on peut travailler, je pense, en toute confiance avec les élèves, les familles et les professeurs. Profite que ça passe juste là, parce que j'ai vu que l'université de Sherbrooke avait proposé des documents qui sont téléchargeables avec des balises pour réglementer et organiser les devoirs jusqu'où on peut utiliser l'IA. C'est quelque chose de progressif. Je crois qu'il y a 5 balises. C'est facilement téléchargeable et trouvable, donc on peut le... Alors, donc, dans la situation là qui est proposée, donc là c'est plus l'IA par rapport aux enseignants. En fait, pour moi, je vois pas forcément de problème dans cette situation parce que l'IA est un outil. Depuis toujours, depuis que les enseignants existent, les enseignants ont utilisé des outils qui sont très différents les uns des autres. On n'a pas besoin de l'IA pour savoir que dans nos écoles, dans nos établissements, il y a des grandes différences entre les enseignants dans leur méthode avec les enfants. Donc là, l'IA pour moi, donc là je parle bien de l'IA
utilisés par l'enseignant, hein, pas par les élèves. Pour moi, il n'y a pas véritablement de problème puisque l'enseignant, enfin ces enseignants-là vont utiliser l'IA comme on utiliserait n'importe quel outil. Par contre, pour moi, c'est l'occasion à l'intérieur de l'établissement, justement, vous parliez de cadre, de reposer peut-être un cadre. Pour moi, là où je vois que la situation est intéressante, c'est que pour moi, tout ce qui peut mettre des enseignants autour d'une table pour discuter d'un sujet, et notamment de la pédagogie, c'est intéressant. Et en l'occurrence, surtout pas les opposer pour pas qu'il y ait vraiment une scission entre les deux types d'enseignants, mais plutôt de discuter ensemble, parce que l'important là-dedans, c'est quoi? C'est que, 1, les programmes soient respectés, et 2, que, quel que soit l'outil utilisé par l'enseignant, que l'accompagnement des élèves soit le même. Et je pense que c'est un des points, enfin les 2 points sur lesquels on peut rassurer les parents, c'est que 1, que l'enseignant utilise l'IA ou qu'il ne l'utilise pas, les programmes seront respectés et réalisés. Et deuxièmement, que l'enseignant utilise ou non l'IA, en tant que chef d'établissement, je me suis assuré que les élèves dans les différentes classes étaient accompagnés de la même manière, enfin étaient accompagnés, pas de la même manière, mais étaient accompagnés. Alors, si je peux juste compléter, il y a en ce moment des conférences qui sont proposées en visio par l'IH2EF sur justement le pilotage via l'IA. Elles sont vraiment très bien. La première, par exemple, montrait, c'est une cadre qui témoignait parce qu'elle a dû justement parler d'IA avec ses équipes dans 2 établissements différents et qui étaient très différents l'un de l'autre. L'un avec des professeurs expérimentés qui avaient des usages numériques déjà avancés, et l'autre avec beaucoup de jeunes professeurs en REP+, c'était plus compliqué. Et elle a bien explicité que justement, elle ne peut pas mener le même accompagnement, elle ne peut pas avoir le même pilotage selon l'établissement. Donc je vous les conseille, elles sont très bien. Il y a un parcours magistère aussi dédié au cadre, et fait par l'Académie Bordeaux, je crois, et l'IH2EF. Et dernière chose, et après je laisse la parole au suivant, pour le coup là encore en formation, c'était assez amusant parce que d'habitude, au début, quand le plan local d'évaluation a été mis en place, on avait quand même une belle levée de bouclier des profs et une volonté de limiter, et j'étais dans ces équipes, de limiter la taille du plan local, qu'il ne soit pas trop précis. On ne devait pas trop dire de choses. Et là, j'étais dans un établissement lundi où les profs demandaient à ce que le plan local soit revu et précisé et rempli et complété en lien avec l'IA, parce que ça crée des tensions entre les profs qui voulaient mettre une bonne note parce que même si l'élève a utilisé l'IA, c'est pas grave, le résultat était bien et que ça montrait qu'il avait bien travaillé. Et puis d'autres qui, d'office, mettaient 5 points en moins parce qu'il avait utilisé l'IA sans même chercher à savoir quel usage avait été fait. Donc il y avait une demande finalement des profs d'amener cette équité dans l'évaluation. Ça interroge l'identité professionnelle, ça réinterroge l'identité professionnelle. Donc c'est normal qu'il y ait de la résistance parfois. C'est pour ça que, en tant que chef d'établissement, cadre ou pilote, il va être important de rassurer, de sécuriser les enseignants par rapport à cette utilisation, de les aider à comprendre comment ça fonctionne pour donner du sens et surtout leur donner du temps, du coup, pour s'approprier tout cela. Donc ça, en tant que chef d'établissement ou IEN, pour avoir du temps, il va falloir favoriser les innovations, les expérimentations, ouvrir effectivement des dialogues et tu le disais Vincent, parler autour d'eux pour échanger autour des pratiques et s'interroger effectivement et Grégoire Borst le disait ce matin, et évaluer, c'est-à-dire l'enseignant qui a utilisé du coup cette IA pour faire son enseignement et celui à côté qui ne l'utilise pas. Effectivement, si on fait les mêmes évaluations à un moment A et à un moment B, on pourra déjà... Bon, alors c'est pas scientifique, voilà, vous allez me le dire, mais au moins ça permet un petit peu d'évaluer, en tout cas, ou d'avoir des premiers résultats.
Il y a pire que ça. C'est que nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, travaillant sur l'IA, on nous interdit de l'utiliser dans les publications scientifiques. On doit signer, on doit cocher une case quand on soumet notre article en disant « non, j'ai pas utilisé d'IA ». Et donc là, on voit bien, et quand on est nous-mêmes reviewers, c'est-à-dire qu'on va relire les travaux des autres chercheurs dans le monde, on doit aussi cocher cette case en disant non, j'ai pas utilisé d'IA. Donc on voit bien en fait le décalage en effet qui peut exister. Peut-être pour finir sur ce point, en effet, je suis d'accord. Dans tout établissement, il y a des différences entre les enseignants, et ça, on n'y peut rien. Le vrai risque, à mon avis, ici, c'est que la différence se creuse petit à petit, et elle va se creuser avec les enseignants qui vont se mettre à utiliser l'IA d'une manière très efficace, contrairement à des enseignants qui ne vont pas l'utiliser. C'est à peu près certain. À chaque fois, dans toute organisation humaine qui a une innovation, il y a toujours le même schéma. Il y a les innovateurs, il y a la majorité précoce, la majorité tardive et les réfractaires, ceux qui vont résister à chaque fois à peu près avec 10%, 80% et les 10 derniers pourcents, on va dire. Bon. Et donc ici, la question c'est qu'est-ce qu'un cadre peut faire pour fédérer et mettre en place un cadre institutionnel pour tenter d'aller utiliser peut-être les innovateurs. Mais comment vous faites? Partagez-nous votre expérience, les prompts, mais pour quels résultats? Et donc former éventuellement d'abord la majorité, puis après les réfractaires, tout à la fin, pourquoi pas. Et donc là, ça peut être intéressant, en effet, à mon sens, que ce cadre existe, et pour pas laisser effectivement les enseignants entre eux à venir se combattre avec parfois des arguments qui ne seraient pas forcément valables, en fait, et qui n'apportent rien, finalement, au schmilblick. Voilà. C'est bon ? Oui. Vous avez parfaitement fait la transition vers la dernière situation. Non, c'est pas la clôture. Non, reviens, mais sinon je vais la lire parce que de toute façon, ils nous ont déjà passé les mots. C'est bon ? Donc c'est la dernière situation, justement, ça concerne la gestion de la résistance au changement. Et puis vous avez parlé d'innovation également et de cadre du coup. Donc la situation est celle-ci. Une inspectrice souhaite impulser une dynamique d'innovation pédagogique intégrant l'IA dans son bassin. Elle fait face à 3 profils. Alors, vous les avez anticipés aussi, les enthousiastes minoritaires, les sceptiques prudents majoritaires et les opposants farouches. Comment embarquer tout le monde sans créer de fractures en créant donc une dynamique collective. Qui souhaite? Oui, bien sûr, mais voilà. Je commence alors. Je pense que là, inspectrice, c'est une chose. La question de la discipline dans laquelle on inspecte doit avoir un petit peu... Ça va impacter parce que dans certains cas, l'IA est un objet d'apprentissage. Et donc là, effectivement, vouloir impulser une dynamique d'IA va se justifier. Dans la discipline qui est la mienne, en l'occurrence histoire géo, mais je pense qu'on peut l'étendre à l'ensemble des sciences humaines et des lettres, ça va être un outil. Donc on ne va pas entrer par « je veux impulser de l'IA ». Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. On va partir du diagnostic partagé éventuellement que l'équipe fait sur les besoins des élèves et à partir de là, on verra comment on peut construire et utiliser de l'IA. Mais ça me paraîtrait vraiment aberrant d'entrer en voulant à tout prix mettre de l'IA parce que de la même façon qu'on mettait des îlots sans trop savoir pourquoi, ou on mettait... c'est la même chose, quoi. Donc on réfléchit d'abord et on essaye d'emmener les élèves sur un diagnostic, les élèves là, ici en l'occurrence les collègues et les professeurs sur un diagnostic partagé des besoins des élèves. Après, alors le cas des réfractaires et puis des innovants, ça on l'a dans toutes les stratégies de changement. Dans le cadre de l'IA, alors je sais pas, peut-être que je suis un petit peu un petit peu plus résistante dans cette assemblée. Mais je me dis que pour une fois, les réfractaires, ils vont peut-être quand même pouvoir nous aider à avoir un usage raisonné
de l'IA. Parce que bon, ils peuvent être réfractaires pour être réfractaires, bon ça on voit bien à quoi ça correspond. Mais il y a aussi des gens qui ont de vraies bonnes raisons de résister. J'ai quand même pas l'impression que même au fin fond de la Silicon Valley, tout le monde comprenne et maîtrise parfaitement ce qui est en train de se passer. Donc finalement, qu'on avance des arguments éthiques, écologiques, enfin ça me paraît pas aberrant. Et ce qui veut, enfin moi je l'utilise, hein, c'est pas, ça veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser, mais là il y a peut-être, comme vous le disiez, hein, les mettre autour de la table, essayer de faire un diagnostic partagé des besoins et finalement apprendre à s'écouter, ça peut être pas mal, quoi. Alors moi, je voulais rebondir effectivement sur ça, sur le fait d'impulser une dynamique positive. Donc, c'est ce qui a été dit à l'instant, c'est que ça reste un outil peut-être qui va nous permettre une brèche vers une ouverture de dialogue. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut remettre les collègues formateurs, les professeurs autour d'une table et puis partager leurs pratiques. Ça, c'est sûr. Par contre, là, on parle des enthousiastes. Peut-être veiller aussi, en tant que cadre, chef d'établissement, à ne pas mettre trop de pression sur ces enthousiastes, que tout ne repose pas sur eux non plus pour impulser cette dynamique. Sur d'autres exemples par le passé, en temps de réforme ou autre, on avait les enthousiastes aussi, et ce n'était pas toujours facile à assumer. Et peut-être laisser aussi un petit peu de temps. Je pense que le temps va faire en sorte que certains réfractaires vont pouvoir se déplacer tranquillement, mais ne pas vouloir brusquer les choses et mettre une pression démesurée sur ces personnes finalement volontaires et de bonne foi. Voilà, donc petite prudence là-dessus. Oui, je te rejoins complètement parce que, alors même si j'ai moins d'espoir sur les opposants farouches, j'ai plus d'espoir sur les sceptiques prudents qui justement, eux, vont nous permettre de mesurer, comme vous disiez, les enthousiastes et qui vont peut-être avancer peut-être trop vite sans parfois réfléchir aux conséquences. Parfois, mais par contre, un levier qui peut être intéressant, c'est justement de valoriser les expérimentations, de donner à voir, de créer des échanges au sein de l'école ou de l'établissement en proposant à des collègues voire même d'aller en fond de classe ou d'être en co-intervention dans une classe. Ça se fait pas mal, enfin je sais pas dans le premier degré, mais dans le second degré, mais dans le premier degré, ça se fait de plus en plus. Et c'est vrai que parfois, sans braquer les gens, en faisant, on mobilise de plus en plus. Et finalement, il y en a qui suivent parce que leur caractère fait que dans un premier temps, ils iront jamais en premier. Ils laisseront les pionniers, on va dire, y aller, se brûler les ailes. Et puis finalement, ils peuvent être conquis au fur et à mesure. Donc pour moi, ça, valoriser les expérimentations, ça peut être intéressant. Et puis créer des espaces de partage. Alors ça peut être un simple affichage, ça peut être justement, comme on disait, on se réunit autour d'une table. Et ça, c'est intéressant. Et en tout cas, pour revenir aux parents aussi, essayer de faire comprendre que c'est pas parce qu'un enseignant n'est pas innovant que ce n'est pas un bon enseignant. Voilà. Et ça, parce que entre ces trois catégories, la fracture, notamment entre les enthousiastes et les opposants, elle peut être importante, avec des opposants qui sont de plus en plus opposants parce qu'eux-mêmes se considèrent de manière très négative, et des enthousiastes qui disent on va lâcher le reste du groupe parce que de toute façon ils n'avanceront jamais, quoi. Pour rebondir, en effet, je pense que c'est pas les opposants les plus farouches, en effet, qui vont changer d'avis, en tout cas parce qu'ils ont des raisons en fait qui peuvent être très profondes et qui relèvent pas du biais cognitif qui fait que la majorité va être prudente, qui est l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'en gros, face à une innovation, l'être humain, et nous tous ici, on a cette aversion à la perte. C'est-à-dire que l'être humain a bien plus peur d'une perte que d'un gain. Ça c'est clair et net. Et donc ici, un enseignant qui va avoir un nouvel outil à sa disposition, mais dont il n'est pas encore certain que cet outil va lui être bénéfique, il va d'abord voir la perte que cet outil peut lui procurer, que les gains qu'il pourrait lui procurer. Et donc le partage en effet d'expérience entre ceux qui ont appris à utiliser cet outil et possiblement montrer les gains, il va falloir montrer 2 fois plus de gains que les pertes possibles, c'est-à-dire tout ce que je connais, tous mes automatismes que j'ai construits depuis mon début de carrière, savoir gérer ma classe, savoir faire des séances qui fonctionnent bien, etc. Tout ça, c'est des gains qui ne sont pas prêts à perdre encore. Et donc, en effet, ce n'est pas les plus réfractaires qu'il va falloir aller chercher, c'est cette majorité qui, justement, a peur et qui a cette aversion à la perte. J'aurais peut-être ajouté un point sur ce que vous disiez sur le fait de les faire échanger, collaborer, ouvrir les portes des classes pour permettre des observations croisées. Enfin, on voit bien que ça nous donne des pistes pour de nouvelles modalités de formation.
Et quelque chose que je trouve qui serait intéressant à faire, c'est qu'ils évaluent aussi à un moment donné, enfin qu'ils pensent les indicateurs de plus-value des outils qu'ils utilisent, parce que finalement, on a tendance à s'engouffrer. Alors il y a toujours un effet waouh sur certains outils. Et quelle est la plus-value? Ça, c'est rarement pensé, rarement évalué. Alors sans qu'il s'agisse d'un protocole évidemment de recherche, mais je crois que c'est une dimension qui serait intéressante à développer dans les établissements. Juste pour compléter, je te laisse la parole, et conscientiser les gestes professionnels qui sont sous-tendus en fait, parce que c'est ça aussi, c'est cette évaluation-là dont tu parles, c'est aussi conscientiser ce qui a été mis en place, comment on l'a mis en place, en quoi ça a été une plus-value, et c'est sur les gestes professionnels, c'est sur les résultats des élèves, c'est sur le climat scolaire, et c'est sur les gestes professionnels effectivement des enseignants. Et alors de façon très concrète, quand on a commencé les premières animations en établissement, on avait face à nous parfois 200 profs avec vraiment cette répartition-là, et ceux qui étaient opposés étaient vraiment opposés. C'est-à-dire qu'on avait en face de nous des gens où on sentait qu'il y avait un peu de haine quand même face à nous. Et alors le moyen qu'on a essayé de mettre en place, c'est de montrer que l'IA peut être en effet un outil, mais peut être aussi un sujet, et quasiment quelle que soit la discipline, pour le coup. Là aussi, pour éviter que seulement les profs de NSI prennent en main ce sujet, ou les profs de SNT, ou le prof de techno, et que tout repose sur eux en établissement. Donc on a vraiment insisté dans toutes les formations qu'on a mis en place pour dire, soit vous vous sentez prêt à utiliser cet outil, et on vous accompagne, on vous explique à quel moment, comment, etc. Soit vous le prenez comme un sujet, et ça peut être en lien avec le développement durable, ça peut être en lien avec les enjeux géopolitiques, qui sont importants dans ces outils. Ça peut être en lien avec une technique de l'EMI, avec toutes les pratiques de l'EMI et la vérification de l'information, les médias, etc. Donc on a essayé vraiment de montrer tout le panel de l'IA. C'est-à-dire pas seulement l'outil, pas enseigner avec, mais aussi enseigner à. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quels problèmes ça pose? Et quels sont les enjeux derrière? Enjeux sociétaux, enjeux d'emploi, enjeux, etc. Et comme ça, on a pour le coup, dans la majeure partie des établissements, réussi à engager tout le monde, c'est-à-dire y compris les sceptiques, parce qu'ils disaient « Ah, mais moi, je vais quand même pouvoir montrer un élément via, en plus, ma discipline, mes sujets propres. » Donc voilà, essayer d'embarquer tout le monde, et chacun avec sa porte d'entrée, pour que finalement les élèves aient une vision complète et nuancée.